le siège de Terra atteint son paroxysme. Les hérétiques aux ordres d'Horus Lupercal ont envahi massivement le foyer de l'humanité. En cette 14e année du 31e millénaire, l'avenir de l'espèce humaine est incertain. Le palais impérial est assiégé. Lors de l'assaut initial, les deux spatioports principaux du mur d'éternité et de la porte du lion tombent aux mains des traîtres. Les défenseurs loyalistes, constitués par les légionnaires Astartes des Imperial Fist, des Blood Angels et des White Scars, regroupés autour de leur primarque et soutenus par les soldats mortels de l'Armada Imperialis et leur soutien du Mechanicus, bien qu'en nette infériorité numérique, ralentissent la progression félonne au prix de terribles pertes dans leurs rangs. Repoussées jusqu'à la porte de l'éternité, les armées de l'empereur sont contraintes de battre en retraite derrière ces immenses murailles, sacrifiant encore davantage d'Astartes afin de permettre à l'ensemble de ses forces de se replier en bon ordre. En parallèle, le primarque Jagatai Khan organise, à la tête de sa légion, un assaut éclair sur le spatioport de la Porte du Lion. Il parvient à reprendre aux défenseurs mal préparés. Désormais, les loyalistes sont en mesure d'accueillir les renforts menés par Robot Guilliman, qui se précipitent en direction de Terra dans l'espoir d'arriver à temps pour apporter leur soutien aux maîtres de l'humanité. Les premières murailles sont tombées et, désormais, le combat pour la Porte d'éternité a commencé. Tandis que les défenseurs finissent de se replier derrière la porte d'éternité, un puissant démon majeur du dieu du chaos Khorne, le buveur de sang Ka'Bandha, s'avance au-devant de ses alliés démoniaques et lance un défi au primarque Sanguinius des Blood Angels, au nom de son maître du chaos. Ka'Bandha se rue sur l'ange de Baal, lui permettant à peine de parer ses attaques furieuses. Les deux duellistes prennent les airs, échangeant les passes d'armes et cris de guerre loin au-dessus de leurs forces respectives. Éprouvé par le siège, Sanguinius est jeté à bas par le démon, pulvérisant le place-béton sur lequel il atterrit. L'ensemble des forces loyalistes semble alors grogner de douleur. Cependant, le primarque des Blood Angels n'est pas battu pour autant, seulement sonné par l'impact. Sous le regard de feu du démon ricanant, il se force à se relever et à reprendre ses esprits. Puis soudain, il reprend les airs, saisit le démon par le bras et la cheville droite, surpris par son assaut fulgurant. Le primarque hisse son adversaire au-dessus de sa tête, avant de l'abattre brutalement sur son genou, lui brisant la colonne vertébrale. Sanguinius jette alors la carcasse de Ka'Bandha au milieu des troupes félones, qui poussent un hurlement de désespoir, tandis que les derniers loyalistes parviennent au sanctum intérieur du palais impérial et que la porte d'éternité se referme derrière eux. Ka'Bandha, quant à lui, en tant que démon, ne peut être abattu. Il se retrouve banni dans le Warp pour 1000 années standard, l'esprit du buveur de sang étant renvoyé dans l'Immatérium pour subir la colère de son maître, le dieu du chaos Khorne. Depuis l'assaut initial des forces de l'architraître, le siège de Terra dure 55 jours solaires. Les deux camps sont conscients que la défaite de l'Imperium est imminente après la défense de la Porte d'éternité. L'architraître Horus sait qu'il doit compléter son siège avant l'arrivée des renforts loyalistes. Horus se prépare alors à se téléporter vers la surface de Terra depuis son vaisseau amiral, le Vengeful Spirit, afin de mener ses forces en personne. Cependant, avant de pouvoir mettre son plan en œuvre, le premier chapelain des Worldbearers, Erebus, est porteur de nouvelles alarmantes. Leurs alliés démoniques les informent depuis le Warp que les légions des Dark Angels et des Space Wolves sont proches de Terra, et que celle des Ultramarines les suit de près.
comprenant l'imminence de l'arrivée des renforts loyalistes et le renversement du rapport de force que celle-ci représente, Horus est pris de désespoir. Son pari insensé, visant à mener un raid éclair sur Terra après avoir consciencieusement divisé puis éloigné les forces loyalistes, est sur le point d'échouer. Le nouveau rapport de force, après l'arrivée des renforts, sera cette fois en sa défaveur. Malheureusement, après la fermeture de la porte d'éternité, des semaines de conflits seront nécessaires pour en briser la défense, alors que la flotte loyaliste, elle, n'est qu'à quelques heures de Terra. La suite immédiate des événements fait encore débat auprès des historiographes impériaux. Certains affirment qu'Horus désactive alors ses boucliers du vide après avoir ressenti un ultime sentiment de regret pour sa trahison de son père et son allégeance au chaos. D'autres croient quant à eux qu'il s'agit en réalité d'un défi envers l'empereur. Quelles qu'en soient les raisons, Horus abaisse les boucliers du vide de son vaisseau amiral, le cuirassé de classe Gloriana Vengeful Spirit. Cet abaissement des boucliers est détecté par des vaisseaux loyalistes en orbite qui relaient immédiatement l'information au palais impérial. C'est l'empereur de l'humanité en personne qui relève le défi et mène sa garde d'élite personnelle, la Legio Custodes, les primarques Sanguinius et Rogaldorn, ainsi que plusieurs compagnies de vétérans des Imperial Fist et des Blood Angels, à l'assaut du Vengeful Spirit, en se téléportant à son bord. Horus fait alors appel à ses pouvoirs du Warp pour disperser les forces de l'Empereur à travers son immense vaisseau, tandis que celle-ci se téléporte à son bord. Chaque groupe de loyalistes isolés doit alors faire face aux forces du chaos à bord du cuirassé corrompu, tandis qu'ils luttent pour regrouper leurs forces et confronter Horus. C'est le primarque Sanguinius qui parvient le premier à son frère corrompu. Le maître de guerre entreprend alors de convertir le primarque des Blood Angels, son plus ancien et proche ami parmi les autres primarques, au chaos. Lorsque celui-ci rejette la corruption, Horus attaque immédiatement. Affaibli par ses nombreuses batailles sur Terra et par son affrontement avec le buveur de sang Kabanda, Sanguinius n'est pas de taille face à Horus, alors au paroxysme de sa puissance grâce à son alliance avec les puissances de la ruine. Bien que Sanguinius parvienne à tailler une fine brèche dans l'armure de l'architraître, celui-ci l'étrangle avec facilité. Après seulement quelques instants de combat, Horus assassine Sanguinius. Il jette alors le corps sans vie de son frère à ses pieds. L'empereur est le suivant à parvenir à la salle du trône du Vengeful Spirit, pour y voir le cadavre ailé et angélique de son fils Sanguinius, étendu aux pieds d'Horus. Celui-ci confronte son père et le traite de fou pour avoir refusé les pouvoirs offerts aux hommes par les dieux du chaos, et de faible pour ne pas les avoir asservis à sa volonté, s'il est vraiment le maître de l'humanité, comme il le prétend. Horus proclame alors que si son père s'agenouille devant lui, il épargnera sa vie. Et l'empereur, plus vieux de dizaines de millénaires que son fils manipulé et autrefois adoré, connaît bien le piège dans lequel Horus est tombé. Il dit alors au primarque corrompu qu'il est en réalité devenu l'esclave du chaos et non son maître, car aucun mortel ne pourra jamais prétendre être davantage qu'un simple pion pour les puissances de la ruine. Hargneux, Horus lâche une volée de bolts imprégnés de puissance démonique sur l'empereur, lequel les nullifie facilement, en faisant appel à ses immenses capacités psychiques. Désormais, les jeux sont faits, et chacun de ces deux êtres à la stature divine sait que de l'issue de cet ultime duel dépend le destin de l'humanité. L'empereur et Horus s'engagent alors, dans la salle du trône du Vengeful Spirit, dans un combat à la fois physique et psychique. Bien que les pouvoirs psychiques et martiaux de l'empereur soient inégalés, celui-ci rechigne à employer la pleine puissance de ceux-ci contre son fils adoré.
Horus lui inflige alors de graves blessures, et après une longue série d'assauts, de parades et de contre-attaques entre l'épée runique de l'empereur et la griffe éclair d'Horus, celui-ci ouvre en deux le plastron de son père, puis lui sectionne la jugulaire, ainsi que plusieurs tendons au poignet droit, le désarmant. Une détonation psychique arrache la chair de la face de l'empereur, détruisant l'un de ses yeux. Horus lui déboîte ensuite le bras droit, puis soulève son père au-dessus de sa tête avant de l'abattre sur son genou et lui briser la colonne vertébrale. À ce moment précis, lorsque l'empereur tombe, un guerrier loyaliste isolé pénètre sur le pont. Horus, jubilant à la suite de sa victoire, montre la forme brisée de l'empereur au guerrier impérial et se met à rire, proclamant la défaite et l'inutilité des loyalistes. Le vaillant guerrier impérial, loin d'être intimidé, rugit en signe de défi et se jette à l'assaut d'Horus, s'interposant entre le maître de guerre et l'empereur, tenant héroïquement la ligne face au primarque corrompu par le chaos. Il est dépecé vivant par un seul éclat psychique provenant d'Horus. L'identité exacte de ce brave guerrier demeure une source de débat parmi les historiens impériaux, car seul l'empereur connaît la vérité. L'actuel Adeptus Ministorum, devenu l'église d'État de l'Imperium, raconte qu'il s'agit d'un simple soldat de l'armée impériale, isolé, nommé Olanius Pius, qui tint héroïquement la ligne, au point de le canoniser et d'en faire le saint gardien de l'Astra Militarum, nouveau nom donné à l'armée impériale, au 32e millénaire. Cependant, de nombreux doutes soulignent que l'empereur n'a pas lancé l'assaut sur le Vengeful Spirit accompagné par de simples mortels. Les Imperial Fists, quant à eux, affirment que c'est l'un de leurs Terminators qui défia Horus, bien que certains voient cette affirmation comme une tentative désespérée d'amoindrir leur culpabilité collective liée au fait que Rogal Dorn ne put jamais participer au combat. De nombreux savants s'accordent sur le fait qu'il s'agissait probablement d'un membre de la Legio Custodes qui intercéda, bien que de nombreuses autres histoires soient racontées à travers l'Imperium. La brutale démonstration de force d'Horus galvanise alors l'empereur, tandis qu'il réalise ce qui attend l'humanité sous le joug d'Horus et des dieux du chaos. Réalisant enfin que son fils favori est définitivement perdu, l'empereur rassemble finalement l'entièreté de son immense pouvoir dans l'Immaterium et relâche une lance de pure énergie warp qui perce les défenses psychiques d'Horus en pleine jubilation, en passant par la brèche créée par Sanguinius dans ses derniers instants et fait exploser son corps. L'empereur aperçoit alors des regrets dans les yeux de son fils déchu. Il sait néanmoins que les puissances de la ruine peuvent tenter de posséder à nouveau Horus, et qu'il ne sera plus là pour les en empêcher. Évacuant de son esprit toutes les réserves quasi infinies de compassion à l'égard de son fils, pour le salut de cette humanité qu'il a servi et aimé pendant toutes les années de sa longue vie, l'empereur convoque ses immenses pouvoirs une fois encore, pour anéantir totalement Horus, son essence effacée de l'existence, afin que les puissances de la ruine ne puissent pas le ressusciter sous la forme d'un prince démon, à travers leurs revendications sur son âme. La destruction de l'âme d'Horus émet une puissante onde de choc psychique à travers tout le système Sol, bannissant les démons du chaos dans le Warp et répandant la panique parmi l'ensemble des légions Felon et autres forces des traîtres à la surface de Terra, à la seconde où les dieux du chaos voient leur pouvoir temporairement interrompu par la mort de leur vecteur mortel favori. Il devient rapidement clair aux forces du chaos que leur champion a été vaincu. Les Blood Angels, quant à eux, sont pris d'une rage sanguinaire, plus tard appelée la rage noire, au moment de la mort de leur primarque Sanguinius, et se jettent aveuglément sur les traîtres afin de les démembrer. La retraite est sonnée, et rapidement, elle tourne à la débâcle, puis au bain de sang. Des milliers de Space Marines Felon et leurs alliés titaniques
tombent dans leur tentative de retraite. Le sol devant le Sanctum Imperialis devient rouge du sang des traîtres. Les forces d'Horus reprennent le chemin de leur vaisseau de débarquement et s'apprêtent à fuir le monde trône. Le primarque Angron, avant de monter dans son propre transport, lance un dernier regard au palais impérial que ses forces ont failli prendre. Les rapports de l'époque indiquent que les Sons of Horus, sentant la mort de leur primarque, sont les premiers à rompre le siège puis à fuir Terra, tandis que Mortarion et sa Death Guard en sont les derniers. Pendant ce temps, sur le Vengeful Spirit, le primarque Rogaldor ne trouve finalement le chemin du pont, seulement pour découvrir son frère Sanguinius sans vie et le corps brisé de l'empereur, désormais aux portes de la mort, ayant dépensé le reste de ses réserves psychiques pour son combat avec Horus. L'empereur murmure alors ses instructions à Dorn, le sommant de la mener vers une machine connue comme le Trône d'Or, dans le sanctum intérieur du palais impérial. Les loyalistes survivants se téléportent alors vers les donjons sous le palais impérial. C'est à cet endroit que Malcador le Sigillite, régent de Terra et second psycheur humain le plus puissant, a brièvement pris la place de l'empereur sur le trône d'or, afin de maintenir la porte warp vers la toile que l'empereur était en train de bâtir sur Terra close. Alors que le corps de Malcador est extrait et que celui de l'empereur est mis à sa place, l'enveloppe du Sigillite se désintègre et tombe en poussière, en raison des efforts colossaux nécessaires afin de maintenir au loin les dangers de l'Immaterium et les empêcher d'emprunter la porte vers la toile, vers Terra. Dans un dernier acte de sacrifice, Malcador fait don du reliquat d'énergie psychique qu'il lui reste à son ami l'empereur, afin de restaurer sa conscience une ultime fois. Soudainement éveillé, l'empereur délivre ses dernières instructions, avant d'être intégré au dispositif du Trône d'Or, tandis que les adeptes du Mechanicum travaillent frénétiquement à adapter la machine aux proportions de l'empereur. Le maître de l'humanité prononce ses derniers mots à ses fidèles. Il les exhorte à continuer le combat afin de libérer l'humanité du chaos et des sombres machinations des puissances de la ruine, ainsi que de l'ignorance qui l'affaiblit. Ensuite, l'empereur devient silencieux, son corps enfermé dans les mécanismes de support vital du Trône d'Or. Incapable d'achever son projet de chemin à travers la toile, que le trône devait originellement créer et maintenir, l'empereur choisit d'utiliser ses mécanismes d'augmentation psychique afin de maintenir les fonctions de support vital de l'engin, ainsi que pour projeter son esprit dans l'Immaterium, où il crée et maintient un faisceau lumineux qui guide les vaisseaux voyageant dans le Warp, tel un phare, qui sera nommé l'Astronomican. L'humanité a survécu à l'hérésie d'Horus. L'architraître annihilé, les forces félonnes mises en déroute. L'impérium de l'humanité est victorieux. Cependant, sans l'empereur pour le guider, et avec ses territoires en grande partie ravagés par la guerre, ou toujours aux mains des sbires du chaos, l'impérium doit se reconstruire. Le traumatisme de la trahison de l'un des demi-dieux censés les guider et la disparition de leur dirigeant bien-aimé, que beaucoup croyaient immortel, va voir s'abattre une vague de désespoir parmi sa population. Pour survivre, l'impérium va devoir évoluer. Il va devoir trouver un moyen de restaurer l'espoir et durcir sa poigne afin de garantir l'obéissance de sa population. L'impérium post-hérésie va peu à peu s'éloigner de l'idéal de son fondateur afin de pouvoir demeurer, pour l'humanité, son seul espoir de survie dans les ténèbres de ce lointain futur où il n'y a que la guerre.